Frédéric, je m'appelle Marie Gasser, je suis juriste au Centre européen pour la liberté de la presse et des médias. C'est un plaisir de réaliser cet entretien avec vous dans le cadre du projet Media Freedom Rapid Response. C'est un projet financé par l'Union européenne. Je vais vous présenter brièvement avant de commencer avec les questions. Donc Frédéric Munch, vous êtes un photojournaliste indépendant français connu pour votre travail dans les zones de guerre, notamment lors de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Vous avez été l'un des premiers photographes à documenter la dévastation à Boutcha après le retrait des forces russes, capturant ainsi des images de civils exécutés. Votre séjour en Ukraine vous a mené au cœur des zones de conflit, où vous avez documenté les dures réalités auxquelles les soldats étaient confrontés. Vos images, dont beaucoup montrent les soldats qui ont perdu la vie, servent de souvenirs poignants des sacrifices faits pendant la guerre. Votre travail, Frédéric, est extrêmement important car il combine le photojournalisme avec un engagement profond à documenter les conflits et les histoires humaines, ce qui fait de vous une voix significative dans le reportage de guerre contemporain. Je vous interroge aujourd'hui dans le cadre du procès de Mazan, actuellement en cours à Avignon dans le sud de la France. Ce procès a choqué la France entière en raison des crimes horribles révélés et nous avons de notre côté relevé au cours du procès un certain nombre de violations de la liberté de la presse, ce qui nous préoccupe au plus haut point. Pour expliquer rapidement de quoi il s'agit, Dominique Pellicot est accusé d'avoir drogué sa femme, Gisèle Pellicot, pendant près d'une décennie, invitant des dizaines d'hommes à la violer alors qu'elle était inconsciente. Ces abus, qui ont eu lieu dans leur maison à Mazan, impliquent jusqu'à 72 hommes au fil des ans, dont 51 suspects identifiés, actuellement jugés aux côtés de Dominique. Le procès devrait donc durer plusieurs semaines. Donc Frédéric, parlez-nous du procès. Pouvez-vous décrire le moment où on vous a demandé de quitter la salle d'audience et comment est-ce que la police vous a communiqué cet ordre? Ont-ils fourni une base légale claire pour votre expulsion? Alors, au moment où, comme vous dites, au moment où la police va m'expulser du carré presse, donc du tribunal, de la cour criminelle de justice d'Avignon, donc je viens de revenir de pause déjeuner, et j'ai un agent de police qui vient me voir, à force, au fur et à mesure des jours on les connaît, et qui vient me voir et qui va me signifier de le suivre. Alors je pense que c'est peut-être en lien avec l'incident qu'il y a eu avant, puisque je viens d'avoir à ce moment-là une altercation avec un accusé qui m'a suivi à la pause de midi et puis qui a voulu en découdre. Mais des clients du bar sont intervenus, donc je ne suis pas allé me plaindre à ce moment-là. Je suis revenu pour refaire mon travail. Et quand je vois un policier venir, donc je pensais que c'était en lien avec ça. Et il va m'accompagner à l'entrée. Et là, ensuite, il va me signifier le fait que je dois quitter le tribunal. Voilà, parce que donc il y a l'assistant juriste de la procureure qui a l'air un petit peu ennuyé quand même, parce que je lui demande pour quelle raison. Et là, il va me dire que j'aurais filmé des accusés, chose qui est notre métier. Il faut savoir quand même qu'on n'est pas là uniquement pour être les porte-parole de la communication des avocats. Et il va me dire, c'est ordre de la procureure. Donc j'en saurai rien du tout. Il n'y a pas de remise de documents, rien du tout. Et je suis expulsé sur le champ. Et je vais dire, est-ce que je peux au moins assister aux audiences dans la salle de retranscription? Et on va me dire non, vous devez partir. Je vais dire, mais je vais répondre, je me suis fait agresser juste avant. Ils vont me dire que c'était à l'extérieur. À ce moment-là, ils vont m'inviter à aller dans un commissariat pour porter plainte. Voilà. Et pensez-vous que cette situation, justement, reflète une tendance plus large à limiter la liberté de la presse en France, en particulier dans des affaires sensibles ou très médiatisées comme celle-ci? Alors celle-ci, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est une affaire extrêmement particulière puisqu'elle implique quand même énormément d'accusés et une victime. Souvent, on a plus affaire à un accusé et de nombreuses victimes. Bon, en l'occurrence, il y a peut-être d'autres victimes, mais ce procès-là concerne la victime, Madame Gisèle Pellicot. Ce qui va se passer, c'est que on a des accusés qui ont commis des actes qui sont odieux, qui sont monstrueux. Et en réalité, parmi les confrères, dans la presse, la plupart ont peur. Donc il est très facile de s'adresser aux avocats, il est très facile de s'adresser peut-être aux avocats de Madame Pellicot. Mais quand on voit des gens un peu costauds,
de tout âge, avec des capuches et des masques, c'est effrayant. Donc si vous voulez, moi j'ai ouvert le bal, simplement la seule différence c'est que moi je suis indépendant, donc je ne dépends d'aucune rédaction, j'ai pas de bonnette sur mon micro, je suis quand même identifiable comme journaliste, mais je n'ai pas toute une rédaction et tout le système qu'il y a autour. Donc j'étais vulnérable. Et ça, mes confrères qui sont indépendants, comme Madame Margarita par exemple aussi, plus quelques autres, peuvent le confirmer. Quand on est indépendant, on est davantage la cible que quand on est une rédaction. Et justement, comment est-ce que vos collègues de la communauté journalistique ont-ils réagi à cet incident? Est-ce que vous pensez avoir reçu suffisamment de soutien ou de couverture médiatique sur les limitations que vous avez rencontrées en couvrant le procès? Alors cette expulsion a provoqué un séisme dans l'institution judiciaire à Avignon, puisqu'ils ont été submergés donc, de messages et puis également d'articles qui relataient de ça. Donc je veux dire, il y a quand même eu un relais de ce qui s'est passé. Mais sur les grands médias, ils sont plutôt restés silencieux, tout simplement parce que si on relaye des incidents, ils ont peur peut-être d'être mal vus au sein d'une institution sur laquelle ils sont invités. Alors ils sont invités, c'est un grand mot, hein, on ne nous offre pas un verre d'eau, pas un café, c'est juste un accès qui nous est permis, qu'il est de toute façon à tout, hein, puisque le tribunal est accessible à tout le monde. En l'occurrence, Madame Pellicot avait encouragé la levée du huis clos. Madame Pellicot est la sacrifiée de ce procès. Ainsi, il était quand même, il est indispensable de respecter sa volonté et que les audiences soient accessibles, qu'il y ait assez de place dans l'espace presse et surtout qu'on ne soit pas entravé dans l'exercice de notre fonction. Et donc la solidarité, il y a eu une solidarité, mais qui était effectivement très discrète, très timide de la part des grands médias. Je reviens au procès. À quel point est-ce que c'est important pour vous pour les journalistes d'avoir accès à ce type de procès? Alors c'est indispensable. Alors, donc pour info, je viens d'être réhabilité à ce procès. Je me suis rendu à Avignon. La pression qui a été faite de la part d'instances journalistiques et d'observatoires comme le vôtre également, et également mon syndicat qui a fait pression, qui a demandé des explications. Donc ensuite, quand je me suis rendu au tribunal il y a 2 jours, après avoir déposé plainte contre la personne qui m'avait agressé, donc j'ai été reçu par les juristes, hein, il y a un certain nombre d'échelles, on n'accède pas au procureur comme ça, qui ont dit qu'il y avait un malentendu, qui ont dit qu'il y avait que c'était que provisoire, etc., et qui ont trouvé tout un tas d'excuses. Mais la raison qu'ils auraient invoquée était le risque de trouble à l'ordre public. Voilà, ça c'est ce qu'ils ont répondu à mon syndicat. Donc on peut se faire sortir sur un risque de trouble à l'ordre public, c'est-à-dire que donc je considère avoir fait mon travail à partir du moment où je dénonçais l'ambiance délétère et surtout le fait que les accusés de faits horribles pouvaient avoir accès aux membres du public, aux journalistes, mais également à Madame Pellicot. Il y a quand même un témoignage qui a été fait d'une consoeur qui a vu, donc pendant mon absence, qui a vu dans une boulangerie qui est à côté une file avec des accusés, Madame Pellicot, et derrière des accusés. Donc on est dans une configuration qui est quand même extrêmement troublante, puisque certains accusés sont en prison, ils sont en détention provisoire, et puis d'autres sont sortis de détention provisoire, sont donc libres, et ont tout loisir justement à défier du regard, parfois même par la parole, les personnes qui leur semblent nuisibles. Et donc, justement, à l'avenir, pensez-vous que cette expérience influencera votre travail, justement encore pour ce procès-là, ou modifiera votre approche pour couvrir d'autres affaires controversées? Quand je suis revenu au tribunal, j'ai eu énormément de témoignages de soutien, de membres du public. C'était un peu plus timide du côté de certains confrères qui ont la tête dans leur travail, mais au final, on ne fait pas ce travail pour une hiérarchie, ni pour des collègues qui sont des communicants également aussi, puis qui travaillent sur le même sujet, mais pour les gens qui reçoivent l'information. Donc si ces personnes-là et tous ces gens m'ont remercié, m'ont témoigné de leur gratitude d'avoir fait ce travail-là, c'est parce que d'une part, il n'a pas été relayé ensuite après mon départ,
puisque tout le monde a été sommé de se tenir à carreau, c'est-à-dire de s'en tenir à une communication qui est faite qui est une communication officielle. Quand je suis revenu, on m'a dit qu'il fallait éviter de filmer les accusés, qu'il fallait éviter peut-être même en faisant attention à ce qu'on dit. Alors on fait attention à ce qu'on dit, on est quand même professionnel. Il faut savoir que tout ce que j'ai fait a été minutieusement observé et analysé par des instances pour voir s'il y avait eu une erreur. Et en réalité, il n'y a pas d'erreur. On doit pouvoir insister. Donc ce que ça m'a appris, et c'est ce que je dis aux autres, j'ai été interviewé par des étudiants là-dessus, c'est qu'il ne faut jamais lâcher. Si on lâche, ça sera reculé. Et ne pas condamner ce genre de pression, c'est accepter le fait que demain, on soit victime soi-même. Voilà. Donc il ne faut pas lâcher, il faut surtout se regrouper, parce que quand on est tout seul, eh bien, on est vulnérable. Et donc faire appel à des organismes comme le vôtre aussi, qui aident les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Et surtout, ne pas hésiter à en parler. Souvent, il y a quelque chose qui arrive souvent quand on travaille, quand on est indépendant, on n'ose pas se plaindre, on n'ose pas en parler parce qu'on est là déjà pour parler des autres, on communique sur les autres, la souffrance des autres, et on s'excuse de nous-mêmes d'avoir du mal. Alors bien sûr, c'est un métier qui est très difficile, mais quand les obstacles viennent de l'institution, ça il faut le dénoncer. Et justement, c'est dénoncer ça pour aller à mieux pour le public, pour les citoyens et pour nous-mêmes également, puisque ça nous permet de faire notre travail. Dans un pays où on ne peut pas s'exprimer, où des journalistes risquent de se faire expulser pour de fausses raisons, puisque c'est réellement de fausses raisons, eh bien, il faut le dénoncer et ne pas hésiter à communiquer là-dessus. Et on continuera à travailler. On continuera à travailler. On ne nous empêche pas de travailler parce qu'on a protesté sur quelque chose d'injuste.